Salut tout le monde, bienvenue à notre balado-diffusion hebdomadaire sur la glace, la première de cette nouvelle décennie, la première pour 2020. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année. J'espère que vous avez passé une belle période des fêtes, que ça a été festif. On vous souhaite évidemment la santé et de continuer à encourager vos équipes de hockey respectives et d'espérer que pour ces équipes-là, ça aille bien pour vous. J'ai passé un temps des fêtes magnifique à Ostrava, en République tchèque. Je suis rentré hier soir. D'ailleurs, je suis en congé aujourd'hui, mais je voulais quand même enregistrer notre balado-diffusion hebdomadaire que nous faisons à chaque semaine depuis le début du mois d'octobre. C'est déjà notre 13e édition de la saison. Alors, il sera évidemment abondamment question du championnat mondial de hockey junior. Il sera abondamment question de la période des transactions qui s'est terminée hier à midi dans la Ligue de hockey junior major du Québec. Alors, voilà pourquoi ne peut pas rester en congé aujourd'hui là, avec toute l'activité qui se passe avec le championnat du monde, avec la Ligue junior majeure du Québec. Il fallait quand même faire le tour un petit peu de ce qui se passe. On va parler à Serge Beausoleil plus tard dans l'émission, le directeur général de l'Océanique de Rimouski. On va revenir évidemment sur comment il a vécu la période des transactions et comment il a vécu aussi toute la saga de la blessure d'Alexis Lafrenière pendant la période des fêtes. J'imagine qu'à un certain moment, ça a dû être angoissant un petit peu pour lui lorsqu'il regardait les matchs à la télé et qu'il a vu son joueur étoile se blesser. On va faire un petit tour de ce qui se passe également dans les autres ligues au pays. Il y a des petites nouvelles en Ontario, dans l'Ouest. On va accorder un segment, évidemment, en fin d'émission aussi avec le Rocket de Laval, que je déplace un petit peu à la fin de l'émission cette semaine parce que je veux donner plus de priorité là, à l'actualité dans la Ligue de hockey junior major du Québec et du championnat du monde de hockey junior. Alors, pour une trentaine de minutes au moins, on va être avec vous pour notre balado-diffusion sur la glace, cette première de 2020. Puisqu'il en est question, le championnat du monde de hockey junior. J'espère que vous avez aimé la QV 2020. Il s'est passé beaucoup de choses cette année. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Certains vont dire comme d'habitude. Effectivement, il se passe souvent des choses qu'on n'attend pas au championnat du monde de hockey junior, mais ça s'est soldé par une médaille d'or pour le Canada. C'est quand même une troisième en 6 ans pour le programme canadien. Le Canada qui, rappelons-le, en début de tournoi, avait subi une défaite épouvantable de 6-0 face à la Russie. À ce moment-là, tout était remis en question. Tout ce que j'ai pu voir passer sur les médias sociaux samedi le 28 décembre à la suite de cette défaite de 6-0 contre les Russes, c'est incroyable. Les gens sur un seul match, je dis les gens, certaines personnes, évidemment, il ne faut pas généraliser, mais le programme canadien, c'est plus bon, on se fait démolir par la Russie, il faudrait tout recommencer à la base, il faudrait imiter les Finlandais, les Suédois. Dale Hunter, quel mauvais entraîneur, quel mauvais choix de coach pour l'édition actuelle. Le gardien Nico Daz et Joel Hofer sont pas bons, ils se sont fait traverser par les Russes. Raphaël Lavoie, je le regarde aller sur la patinoire, il patine pas assez vite, il s'implique pas. C'est épouvantable comment les gens déversent leur fiel sur ce programme, sur cette équipe junior canadienne, qui, dans le fond, n'avait perdu qu'un seul match. Et quand tu regardes le résultat des courses, elle a joué 7 matchs, l'équipe canadienne, elle en a gagné 6, elle en a perdu un match. Et surtout, elle a gagné, l'équipe canadienne, le match le plus important, celui du 5 janvier, la finale contre les Russes, au compte de 4-3. Ce que je retiens de l'édition de cette année, je retiens l'adversité que l'équipe a fait face. À un certain moment, il y a eu cette défaite de 6-0 là. Il y a eu la blessure d'Alexis Lafrenière. On pensait que son tournoi était terminé lorsqu'on l'a vu sortir là, à la suite de son contact avec le gardien russe Miftahoff. On a perdu Barrett Hayton à un certain moment. Il a joué la finale avec une épaule très amochée, mais il a été là, le capitaine, il a été un vrai leader. On a eu Joe Veleno qui a été suspendu pour un match. On a eu Nolan Foote qui a été expulsé d'un match à sa première présence sur la patinoire. Alors, c'est comme s'il avait arrêté le match au complet. On a eu cette espèce de mini-scandale à la suite de la défaite contre les Russes où Barrett Hayton n'avait pas retiré son casque pendant l'hymne national russe. Il a présenté ses excuses aux Russes, les excuses de Hockey Canada. Bref, c'était un tournoi sous le signe de l'adversité, mais le Canada l'a quand même emporté, ce tournoi-là, cette médaille d'or-là, une 18e dans l'histoire de la formation canadienne, un gain de 4-3 qui va rester dans les annales. Quel but marqué par Akil Thomas. Moi, ça m'a tellement fait penser à Tyler Steenbergen en 2018 au championnat du monde de hockey junior à Buffalo.
Le 13e attaquant, Steenbergen, qui n'avait presque pas joué du tournoi, qui n'avait pas marqué jusque-là, marque le gros but de la victoire pour donner ce gain-là à l'équipe alors dirigée par Dominique Ducharme. Akil Thomas, il a joué 5 minutes dans le match en finale et après 2 périodes, il y avait 3 minutes sur la glace. Il embarque sur la patinoire, il reste 4 minutes à jouer et il inscrit un but de toute beauté pour donner cette victoire-là à la formation canadienne. Alors, Akil Thomas, chapeau, il a été au bon moment. Marqué le but au bon moment, son seul du tournoi, mais il va s'en rappeler toute sa vie. Joel Hofer, le gardien, ça n'avait pas été lui le gardien identifié comme le numéro 1 au départ. On disait de lui, bah, il a une bonne saison dans la Ligue de l'Ouest, mais c'est un gardien qui n'a jamais joué des matchs internationaux. Il n'avait pas été invité au camp d'été. Ben, il termine le tournoi avec un taux d'efficacité de 939 et une moyenne de buts alloués de 1,60. Il a fait le travail, Joel Hofer, cet espoir des Blues de Saint-Louis. Il faut retenir aussi l'efficacité en avantage numérique de la formation canadienne, 14 en 34 dans le tournoi, 41 %. Et certains, ça encore une fois, chez les médias sociaux, l'équipe gagne, évidemment, la plupart des gens sont heureux, mais on parle beaucoup de cette fameuse caméra. Vous l'avez vu, là, ceux qui suivent l'émission avec les images, la rondelle qui a frappé la caméra. Et là, on s'est mis à dire, le Canada a gagné à cause de la caméra. Parce que oui, il aurait pu avoir une punition là-dessus, mais l'interprétation du règlement dit si la rondelle frappe un objet au-dessus de la patinoire, il n'y aura pas de punition. Alors, dépendamment de où on situe la caméra, elle était un petit peu au-dessus de la patinoire. Il semble que les arbitres de la Fédération internationale ont pris la bonne décision sur le coup. Mais qu'elle ait pris ou non cette bonne décision-là, et même s'il y avait eu une infraction, oui, les Russes se seraient retrouvés à 6 contre 3, mais ce n'est pas certain que les Russes auraient marqué. Peut-être que les Russes auraient marqué pour créer l'égalité 4-4. C'est possible. Ça ne veut pas dire que le Canada n'aurait pas gagné quand même. Le match serait peut-être allé en prolongation et le Canada aurait pu gagner en prolongation. Alors, je trouve ça facile de dire le Canada a gagné grâce à la caméra. Tu sais, je veux dire, franchement, là, oui, il aurait pu avoir une infraction, là, on est tous d'accord. Il aurait pu pas en avoir aussi. Mais on ne sait pas ce qui se serait passé par après. C'est pas comme si les Russes avaient marqué un but qui était bon et qu'on leur a refusé. Ça, c'est pas pareil. Là, tout ce qu'on a dit, c'est on n'a pas signalé une infraction. Pour ceux qui regardent encore une fois en visuel, vous la voyez, la reprise, la rondelle qui frappe la caméra. Et selon l'interprétation du règlement, c'est bel et bien dit, il n'y a pas de punition si la rondelle est lancée sur un objet, que ce soit le tableau indicateur ou un objet au-dessus de la patinoire. La caméra était-elle au-dessus, à côté? On ne le sait pas. Moi, je souhaite juste que les gens ne pensent pas que le Canada a gagné juste à cause de la fameuse caméra de TSN qui était placée au banc des punitions. Alexis Lafrenière, on en a beaucoup parlé. Il a été choisi le joueur par excellence du tournoi. Il a été choisi le meilleur attaquant du tournoi. C'est le 3e Québécois dans l'histoire à gagner le titre de joueur par excellence du tournoi après Patrice Bergeron en 2005 et après également Thomas Chabot en 2017. Il a connu un super tournoi. Il a terminé au 4e rang des pointeurs du tournoi avec 10 points, mais seulement en 4 matchs et une période. Il a raté les 2 matchs où il aurait pu accumuler beaucoup de points là, contre l'Allemagne et la République tchèque. Alors, fort probablement qu'il aurait pu terminer au premier rang des pointeurs du tournoi, mais il reste quand même, il a été choisi, je pense, à juste titre, le joueur par excellence de ce tournoi-là. Alors, pour l'équipe canadienne, franchement, c'est une belle réussite et chapeau à toute la bande. J'ai déjà écrit un texte hier sur le rds.ca. Je souhaite ardemment que ce soit André Tourigny qui prenne la relève l'an prochain et qu'il devienne l'entraîneur-chef. D'ailleurs, quand je lui ai parlé sur la glace pendant les célébrations dimanche, je lui ai dit, c'est toi qui vas coacher l'an prochain et il m'a fait un grand sourire. Je pense que quelque part, c'est déjà comme une formalité. Ça sera annoncé évidemment dans quelques mois sûrement, mais André Tourigny mérite amplement de se retrouver à la tête de cette équipe-là. C'était la 4e fois qu'il était adjoint avec l'équipe. Il avait eu 2 médailles d'argent, une 4e place, et là, il a finalement savouré la médaille d'or. Alors voilà pour le résumé de l'équipe canadienne. Je vais faire le tour un peu des autres nations au championnat du monde de hockey junior. Les Russes. Il faut souligner encore une fois le travail d'Alexander Romanov qui a été choisi sur l'équipe d'étoiles du tournoi. Non, il n'a pas été choisi meilleur défenseur du tournoi. Il a été devancé par Rasmus Sandin, le Suédois. Mais il reste que 2 ans de suite, Romanov sur l'équipe d'étoiles du tournoi. C'est excellent. Il a battu le record pour le plus grand nombre de points par un défenseur russe au championnat du monde de hockey junior. Si on totalise l'an passé et cette année, 14 points. Donc, ça devient pour lui le meilleur russe en termes de points dans l'histoire du mondial des moins de 20 ans. Les gars de la Ligue junior majeure du Québec, les Russes de la LHJMQ ont été très bons. Egor Sokolov du Cap-Breton était exceptionnel. Alexander Ovanov de Moncton également. Alexandrov de l'île de Charlottetown a lui aussi marqué un gros but dans cette finale. Mais il reste que pour les Russes, même si on gagne des médailles presque à chaque année, une seule médaille d'or depuis 2004. Comment on digérerait ça au Canada si on avait une seule médaille d'or en 17 ans?
Là, on parle beaucoup des lacunes du programme, mais il reste que le Canada vient d'en gagner 3 en 6 ans. Là. Il ne faut pas oublier qu'il en a gagné 5 en 2005 et 2009. Donc, c'est 8 médailles d'or, là, par exemple, depuis 2005, contre une seule pour les Russes dans la même période. C'est quand même assez étonnant, mais les Russes avaient une bonne formation, ils ont bien joué. La déception, ça a peut-être été Yaroslav Askarov, le gardien de 17 ans, mais on le dit souvent, c'est difficile pour les jeunes à ce tournoi-là. Et Askarov aura 2 autres années pour se reprendre. Ça a été quand même une belle équipe russe là, qui, après une médaille de bronze l'an passé, gagne la médaille d'argent cette année. La Suède, la Suède, la Suède, la Suède. La Suède a encore fait ce qu'elle fait toujours, terminé 4 victoires et aucune défaite pendant le tournoi. 13 ans de suite avec une fiche parfaite dans la phase préliminaire. 52 victoires, aucune défaite en 13 ans dans la phase préliminaire. C'est hallucinant. 52 en 52. Et là, en quart de finale, on a joué 7 fois. 6 victoires, une défaite. Donc, si on prend ces 59 matchs-là, préliminaire et quart de finale, c'est 58 victoires et une défaite dans les 13 dernières années pour la Suède. Donc, entre le 26 décembre et le 2 janvier, c'est pas compliqué, ils ne sont pas battables. Ils ont perdu une fois, l'an passé en quart de finale, ils ont perdu, ils se sont fait surprendre par la Suisse 2-1. Mais sinon, c'est 58 en 59. C'est après que ça se complique. Quand on arrive au 4 et au 5 janvier en demi-finale et en finale, médaille d'or, médaille de bronze, là, on ne gagne plus. Plus capable de gagner. La Suède a encore une fois échappé le match en prolongation contre les Russes en demi-finale, a gagné la médaille de bronze. Mais la Suède, on parle beaucoup du programme canadien qui a des lacunes. Je parlais des Russes tantôt qui ont une seule médaille d'or. Les Suédois ont une seule médaille d'or en 2012 depuis 1982. Une seule médaille d'or en 38 ans. Pourtant, des bonnes équipes, ils ont des bons joueurs. La seule médaille d'or qu'ils ont gagnée en prolongation à Calgary en 2012 sur un but de Mika Zibanejad. Mais les Suédois ont quand même eu des bons moments. Je retiens le but de Höglander là, à la façon lacrosse, un peu comme le fait Svechnikov en quelques occasions. Je retiens Samuel Fagemo qui termine au premier rang des compteurs, cet espoir des Kings de Los Angeles. C'est la première fois en 20 ans qu'un Suédois termine au premier rang des marqueurs du championnat du monde de hockey junior. La dernière fois que c'était arrivé, c'était Henrik Sedin en 2000. Et pour ce qui est de l'espoir du Canadien, Mathias Norlinder, on ne l'a pas vu beaucoup. Il a été employé plus dans un rôle de 7e défenseur. Il a bien fait dans ce qu'on lui a demandé. Mais il en demeure pas moins qu'on ne l'a pas quand même pu l'évaluer vraiment là, pendant ce tournoi-là. Les Finlandais, ben, c'est comme on dit, c'est tout ou rien. C'est 3 médailles d'or depuis 2014 pour les Finlandais, ce qui est quand même très bon. Mais c'est la plupart du temps des exclusions du podium. C'est encore le cas cette année. Alors, quand on monte avec les années, là, c'est 3 médailles d'or en 14 ans. Mais les 11 autres années où on n'a pas gagné, on n'est pas sur le podium. Alors, oui, la Finlande fait des progrès. Oui, le programme de la Finlande est bon. 3 médailles d'or comme le Canada, 3 médailles d'or dans les dernières années. Mais ce n'est pas encore rendu, on peut dire, hors de tout doute, une puissance absolue. Les Finlandais ont quand même eu, il faut le dire, un beau parcours. Où ça a cloché peut-être pour la Finlande, puis ça a changé les données pour la Suisse et les États-Unis, c'est quand la Suisse a battu la Finlande le 31 décembre pour devancer la Finlande au classement du groupe préliminaire. Ça a donné un affrontement Finlande-États-Unis en quart de finale et les Américains ont perdu ce match-là contre la Finlande 1-0, où le gardien Annunen avait été tout simplement exceptionnel. Par la suite, Annunen a perdu ses moyens contre le Canada en demi-finale et dans le match de la médaille de bronze, mais la victoire de 1-0 contre les États-Unis relègue les Américains au 6e rang. Alors, un peu comme le Canada l'an passé, est-ce qu'il faut rejeter le programme américain parce qu'on a terminé 6e cette année? Ben non. Ben non. C'est juste un match. C'est perdu le mauvais match au mauvais moment. Les Américains qui se présentaient à Ostrava avec 4 podiums de suite, ben leur série de podiums est arrêtée. Et dans le cas des Américains, ben Cole Caulfield, c'était assez tranquille. Il a marqué un gros but dans le tournoi, le but en prolongation contre les Tchèques pour donner une victoire dans la phase préliminaire. Mais Scott Sandelin ne semblait pas l'utiliser à bon escient. Tout le monde a critiqué l'utilisation que Sandelin en a fait. Il n'a que 18 ans, il aura la chance de se reprendre l'an prochain. L'autre espoir du Canadien chez les Américains, Jordan Harris, une belle découverte. On l'a vu être un très bon défenseur fiable qui, pas très gros, mais joue son rôle. Il était sur la première paire de défenseurs des Américains tout au long du tournoi, a eu son temps de glace. Il va continuer son développement avec l'Université Northeastern aux États-Unis, mais il y a une belle possibilité avec ce Jordan Harris, peut-être dans 2 ans là, dans la Ligue américaine et éventuellement avec le Canadien. Les Suisses terminent au 5e rang, belle réussite. Ils ont mêlé les cartes, comme je le disais, mais ils ont perdu par la suite contre les Russes en quart de finale.
Pour revenir aux Américains, j'allais oublier aussi Trevor Zegras. Quel tournoi il a connu? 9 passes en 5 matchs. Il a été phénoménal. C'est lui qui a fait peut-être les plus beaux flashs de son jeu de passe, ses mains, assez extraordinaires. Les équipes de bas de classement demeurent les mêmes. La République tchèque, 7e, la Slovaquie, 8e, l'Allemagne, 9e et le Kazakhstan, 10e. Le Kazakhstan qui est relégué à la 2e division l'an prochain puisqu'il termine au 10e rang. Pour les Tchèques, ils avaient battu les Russes dès le départ, tout était permis, mais Jakub Loko est tombé au combat. Ils ont eu beaucoup de blessés. Les gardiens de but ont été blessés. On a utilisé 3 gardiens du côté des Tchèques. Ça n'a pas été évident. Leur dernier podium remonte à 2005. Alors, quand on parle d'un programme de développement qui est en difficulté, on a gagné la médaille d'or en 2000 et en 2001. D'ailleurs, on a présenté l'édition championne de 2000. Ça fait 20 ans cette année pendant le tournoi. Mais depuis ces 2 médailles d'or-là, une médaille de bronze en 2005 et par la suite, c'est le néant, absolument rien. La Slovaquie, peu de choses à dire sur les Slovaques également. L'Allemagne, belle équipe, elle était simplement dans le mauvais groupe. Si elle avait été dans l'autre groupe, probablement que l'Allemagne aurait joué en quart de finale, mais l'Allemagne a dû se débrouiller contre les Tchèques, les Russes, les Américains et les Canadiens. Ça a été difficile. Tim Stützle, vraiment un bel espoir pour le repêchage de cette année. Retenez ce nom si vous avez regardé les matchs de l'Allemagne, le numéro 8, c'est sûr que vous l'avez remarqué. Et Moritz Seider, le défenseur, choix de première ronde des Red Wings en juin dernier, il a joué 25 minutes en moyenne par match. Ça a été le joueur le plus utilisé du championnat du monde de hockey junior. Félicitations également aux organisateurs. 173 000 amateurs ont assisté aux 31 matchs là-bas. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de Canadiens, mais on a tiré une moyenne de tout près de 5 600 spectateurs par match, ce qui fait de l'édition 2020 du championnat du monde de hockey junior l'édition en Europe la 2e plus populaire après Helsinki en 2016. Donc, félicitations aux organisateurs en République tchèque. L'équipe d'étoiles du tournoi, le gardien Joel Hofer, les défenseurs Alexander Romanov et Rasmus Sandin, et les attaquants Samuel Fagemo, Barrett Hayton et Alexis Lafrenière. Peut-être vous laisser en vous disant que pour l'an prochain, on connaît maintenant la composition des groupes à Edmonton et à Red Deer. Donc, à Edmonton, le groupe A, ce sera Canada, Finlande, Suisse, Slovaquie et Allemagne. Donc, un groupe beaucoup plus facile que cette année. Et du côté du groupe B à Red Deer, il y aura des grosses pointures. La Russie, la Suède, les États-Unis, la République tchèque et la pauvre Autriche qui devra se débrouiller là-dedans. L'Autriche qui a gagné le 2e groupe pour monter dans le groupe mondial, mais elle ne l'aura pas facile l'an prochain. Avant d'enchaîner avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec, je veux souligner la belle nouvelle qu'on a eue aujourd'hui. Les réseaux RDS et TSN, de même que Hockey Canada, se sont entendus pour prolonger l'entente de diffusion des matchs de Hockey Canada, pas seulement du championnat du monde de hockey junior, mais du championnat du monde senior, du hockey féminin, des championnats nationaux, pour un autre 10 ans. Le contrat actuel devait se terminer en 2023-2024, donc il restait quand même encore 4 ans. Et là, on l'a prolongé de 10 ans. Donc, ça va aller jusqu'en 2033-34. C'est à RDS que vous allez pouvoir suivre et à TSN, évidemment, ce que vous allez pouvoir suivre les championnats du monde de hockey junior, senior, la Coupe TELUS, la Coupe, les championnats canadiens junior A, championnats mondiaux, défis des moins de 18 ans, tout ça. Alors, c'est vraiment une belle nouvelle et évidemment, j'en suis très heureux. Alors, voilà donc ce qui clôt notre segment sur le championnat du monde de hockey junior. Il se passait également beaucoup de choses dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'était la fin de la période des transactions. Hier, ça a bougé beaucoup durant les 2-3 dernières semaines. Le constat qu'on retient, c'est qu'il y a 5 équipes qui se sont beaucoup améliorées. Chicoutimi, Moncton, Rimouski, Sherbrooke et le Cap-Breton. Ces 5 équipes-là, il y en a seulement 4 qui vont rentrer dans le carré d'as. Alors, il y a une de ces 5 équipes-là qui a sorti des jeunes, qui a sorti des choix repêchage, qui va se faire éliminer en 2e ronde. Ça va être très difficile. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise. Alors, il y a peut-être une autre équipe là-dedans qui ne se rendra pas non plus dans le fameux carré d'as. Surtout que la plupart des puissances se retrouvent dans l'association de l'Est. Ça va être des séries extrêmement difficiles. Quand on pense au Saguenay, on a ajouté, on le savait déjà, là, mais on l'a confirmé hier, Raphaël Lavoie, Dawson Mercer. On a ajouté le défenseur Patrick Kite, le défenseur Carl Boudria, le gardien substitut Carmine Anthony Pagliarulo. Il ne faut pas oublier qu'on avait fait l'acquisition de Félix Bibeau également des Remparts le 11 décembre. Donc, 3 attaquants d'impact, 2 bons défenseurs et un gardien numéro 2. À Moncton, on a ajouté hier Jared McIsaac, on le savait déjà, mais ça a été confirmé. On a ajouté également dans la période des fêtes Benoît-Olivier Groux, Gabriel Fortier, Liam Leonard, le gardien substitut de Dakota Lund Cornish. Alors là aussi, des grosses pointures. On a donné plusieurs choix au repêchage. À Rimouski, on va s'entretenir d'ailleurs dans quelques instants avec Serge Beausoleil.
On a ajouté les attaquants Andrew Coxhead, Nicolas Guay. On est allé chercher les défenseurs Walter Flowers, Justin Bergeron à Rouyn-Noranda qui a gagné la Coupe Memorial l'an passé, le gardien substitut Craig Jones. Vous voyez, chaque équipe est allée chercher 2 attaquants, 2 défenseurs, un gardien de but. Sherbrooke a été un petit peu moins actif. Sherbrooke, il nous l'avait dit, Jocelyn Thibault ne voulait pas trop briser son noyau. On vous en avait parlé d'ailleurs dans une édition récente Sur la glace. Samuel Bolduc et Xavier Bernard ont été ajoutés à la défense du côté de Sherbrooke. Charles-Antoine Roy à l'attaque du côté du Phoenix. On a cédé notamment un premier choix pour aller chercher à Gatineau. Et il y a le Cap-Breton qui a fait son travail un peu plus en sourdine, mais qui a décidé d'essayer aussi le Cap-Breton cette année. On a ajouté Xavier Bouchard, le défenseur de Baie-Comeau, Sean Element, l'attaquant du Titan d'Acadie Batters. On a également ajouté Tyler Heinem. On a ajouté Alexis Bolduc également. Alors, ces 5 formations-là là, ont vraiment mis le paquet pour aller chercher des joueurs d'impact, des joueurs qui vont faire en sorte qu'on veut se rendre jusqu'au bout cette année. Quand je reviens au Saguenay-Chicoutimi, c'est pas compliqué. Là, on a donné 4 choix de première ronde, on a donné 5 choix de deuxième ronde, des choix de troisième ronde. C'est sûr qu'il y a peut-être des joueurs qui vont être impliqués là-dedans à la fin de la saison, des choix qui vont revenir versus des joueurs à être nommés plus tard. Mais Moncton, c'est un peu la même chose. On a vidé la banque de choix au repêchage. On a donné le jeune Julien Hébert également du côté du Drakkar. Du côté des Saguenay, il ne faut pas oublier, on a cédé Théo Rochette à Québec. On a cédé William Dufour à Drummondville dans les transactions. Rimouski, on a cédé Cole Cormier à Québec notamment pour aller chercher Andrew Coxhead. Du côté de Sherbrooke, chez les jeunes, on a cédé Samuel Fortier. On a cédé le défenseur Jérémy Jacques également. Dont on avait dit beaucoup de bien l'an passé lorsqu'on avait fait son acquisition, mais là, il y avait un surplus à la défensive du côté de Sherbrooke. Donc, avec Jérémy Jacques qui est parti, ça a fait un peu de place. Le Cap-Breton qui a cédé Brooklyn Kalmikoff également dans ces périodes de transactions-là. Alors, aujourd'hui, sur la glace, j'aurais pu parler à un paquet de directeurs généraux à la suite de cette période de transactions-là qui était terminée. Mais j'ai choisi de parler à celui de Rimouski, Serge Beausoleil, qu'on retrouve au téléphone. Salut, Serge. Et Stéphane. Écoute, Serge, je faisais juste avant que tu arrives la nomenclature d'à peu près toutes les transactions qui ont été accomplies durant la période des fêtes. J'imagine que tu es satisfait de ce que tu as réussi à faire. On le savait, il fallait que tu ajoutes un peu de profondeur à l'attaque, à la défensive. Quand tu regardes la période des transactions de l'Océanique, pour toi, est-ce que c'est satisfaisant, là, les achats des fêtes? Oui, c'était très onéreux, comme tu le mentionnes si bien dans ton préambule, mais je te dirais qu'il fallait donner un coup de barre. On n'a pas des joueurs comme Alexis Lafrenière à toutes les années. Pour nous, il était important là, de garnir un peu mieux notre attaque et notre défensive. Serge, quand on regarde ce qui se passe présentement et l'association de l'Est, tu le vois comme moi, là, Rimouski, Moncton, Chicoutimi, Cap-Breton, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais en principe, c'est les 4 meilleures équipes sur papier. Il y en a 2 qui vont tomber assez rapidement là, dans les séries. Est-ce que ça faisait peur un petit peu? Tu as beau avoir Alexis Lafrenière dans ton équipe, tu te dis, Caroline, on n'est pas dans une année, exemple, comparé à Sherbrooke de l'autre côté, où le chemin est ouvert. Oui, cette lecture-là a été faite également. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut y aller. On a confiance en nos joueurs. On a 2 mois et demi pour préparer cette équipe-là en fonction de ces séries-là. Évidemment, tous les clubs et tous les dirigeants vont dire la même chose, Stéphane. Je pense que c'est la réponse à donner, puis je pense qu'on croit en nos équipes. Et puis, inévitablement, il y en a qui vont se péter les dents. Serge, tu es pris dans une situation, là, vous êtes dans une série de défaites. Évidemment, Alexis Lafrenière n'était pas là. Colton Ellis, ton gardien numéro 1, est blessé depuis un bon moment. Dimitri Zavgorodny n'est pas là non plus. Là, ces joueurs-là vont revenir éventuellement, plus les nouveaux. Est-ce que ça ne devient pas un deuxième camp d'entraînement au mois de janvier, un petit peu en ce moment, là? Un peu, je te dirais, c'est ça. Pour nous, là, c'est une nouvelle saison. On savait là, que la période des fêtes serait plus difficile. Là. On a mis des gars qui n'étaient vraiment pas dans leur chaise et dans leur rôle. Et puis, on a eu des problèmes devant le filet aussi. Beaucoup en surtaxant des jeunes gardiens qui n'étaient pas encore prêts à assumer ce genre de boulot-là. Je te dirais que à partir du processus, en quelque part, on est content. Là. Colton Ellis va être de retour ce soir là, dans l'uniforme. Et puis, ça va bien vous Zavgorodny quand Alexis se repose, mais il devrait être de retour vers la fin de la semaine. Bon, c'était ma prochaine question. Dans le cas d'Alexis, tu lui donnes combien de jours? Parce que la semaine prochaine, il faut qu'il reparte à Hamilton pour le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne aussi. Alors, c'est beaucoup de voyages pour lui en ce moment, beaucoup de fatigue. Je l'ai croisé à l'aéroport hier à notre arrivée là, d'Europe, puis il semblait complètement exténué. Il va être toasté. Parle-moi pas du match des meilleurs espoirs la semaine prochaine. J'ai parlé avec les dirigeants de la Ligue et tout ça, Stéphane. On s'entend-tu que
il vient d'être à 18 ans le MVP du tournoi le plus grandiose et majeur en pression et en prestige de tout le hockey junior. Et puis, on lui demande d'aller faire un match la semaine suivante. Je trouve que le timing est un peu mauvais. Ouais, il sera là, selon ce que... Mais c'est quand même pas un bon timing. Au moins, c'est pas à Vancouver. J'imagine que tu as entendu parler de l'année de Sidney Crosby où ce match-là avait lieu à Vancouver et dans le temps, Doris Labonté s'était aussi objecté à l'envoyer là-bas et ça avait fait tout un tollé avec le propriétaire des Giants de Vancouver parce qu'évidemment, Crosby... Moi, je m'objecte pas du tout. Ouais. Mais le mardi, c'est la journée des médias. Le mercredi, un entraînement. Jeudi, le match. Ça fait c'est beaucoup de préambule pour un match de hockey. Les recruteurs, ils se déplacent pour voir les matchs. Je sais pas, je comprends pas le besoin de ce match-là. Oui, ben en tout cas, peut-être pas pour Alexis, mais pour d'autres, c'est un match qui peut évidemment être bénéfique dans leur développement. Écoute, parlons-en du championnat. Ça fait la différence? Oui, effectivement. Ouais. Je pense pas pour Alexis, je suis d'accord avec toi. Okay. Serge, je veux que tu me décrives quelque chose. On t'a sûrement posé la question à Rimouski pendant que j'étais en Europe, je ne le sais pas. Tu es assis, j'imagine, dans ton divan le 28 décembre, tu regardes le match Canada-Russie. Puis là, tu vois Alexis Lafrenière rentrer en collision avec le gardien russe et se tordre de douleur sur la glace. Comment tu réagis dans ton divan? Si tu regardais le match en direct, j'imagine que oui, je ne sais pas, mais tu vas me répondre. Comment tu as réagi? De mémoire, le match, on jouait en même temps. Okay. Ma mémoire est fidèle. Et puis, en tout cas, je suis rentré, je sais pas si on était en entraînement, ça a tellement de... Et je suis rentré dans mon bureau et le président et notre propriétaire, Alex Tanguay, étaient là avec des faces de carême. Je dis, voyons les gars, que vous avez, il n'y a pas de trouble là, Et les deux me montrent la séquence, je ne peux pas le croire, c'était un cauchemar. Évidemment, notre orthopédiste, Dr. Gendron, était aussi sur place, elle était elle aussi assommée. Je te dirais que c'était des images cauchemardesques. Est-ce que vous avez été impliqué dans le processus durant la semaine pendant qu'il était là-bas? Je sais que son agent, Émilie Castonguay, était sur place. Les parents, évidemment, étaient là. Est-ce que vous avez fait partie de ces discussions-là aussi là, pour savoir la suite des choses, comment adresser la situation, s'il revenait au jeu ou pas, selon la gravité de la blessure? J'ai été en contact, tu vois... J'ai été en contact avec Sean Bullock tout le long. Il était très respectueux dans la démarche et tout ça. Évidemment qu'on était inquiets. Son agence était inquiet. Les parents étaient inquiets. L'organisation de l'Océanique, évidemment, était inquiète de tout ça. Et puis, nous autres, ce qu'on voulait, c'est surtout quand il arrive des choses comme ça, on pense à la santé du joueur avant toute chose. Et puis, c'était très important d'avoir un bon diagnostic. Il n'y avait pas d'orthopédiste sur place au moment où ça s'est passé. Puis, après ça, Hockey Canada fait vraiment suivre tous les documents et tout ça, là, l'orthopédiste qui travaille aussi avec les Oilers d'Edmonton. Et puis, ça nous a permis aussi d'avoir l'imagerie, d'avoir le suivi là-dessus et puis d'être rassuré là, quand on a appris qu'il n'y avait pas de fracture, c'était plus un bruise. OK. Alors. Mais c'est sûr que les partisans Rimouski, tout le monde se disait là, il est mieux de ne pas rejouer, il ne faut pas qu'il aggrave ça. Puis tout ça, on a pensé à sa carrière, on a pensé à son repêchage au reste de la saison. Ça a eu des moments très angoissants là, pour toi et pour tout le monde. Ça me revient, là, on était en warm-up quand c'est arrivé, là, je sais plus. Et puis, quand je suis rentré, c'est ça, c'était mais la commotion était la même dans les estrades. Ce soir-là, il y avait une ambiance mortuaire dans un Colisée qui d'habitude est très, très vivant. Tout le monde ne parlait que de ça. Est-ce qu'il va y avoir des incidences? Est-ce qu'il est perdu pour la saison? Est-ce qu'il va pouvoir finir le tournoi national? C'est toutes les questions que tout le monde se posait à ce moment-là. Il y avait une véritable commotion à Rimouski et partout au Canada, je pense. Mais à la toute fin, il a été là, puis il a été très bon, puis j'imagine que tu n'es pas surpris de voir qu'il a été choisi le meilleur joueur dans ce tournoi-là. Il a été pas pire, surtout dans le match de quart de finale où il revient, là, et puis Alexis, là, si tu veux le voir au top, là, sors-le de la glace 2 jours. Ouais. Il revient, il veut manger les bandes, puis c'est exactement ce qui s'est passé, là. Il y a eu contre mauvaise fortune, bon cœur, en quelque part, ça lui donner un repos, ça, et de revenir, là, encore, et puis de patiner de cette façon-là, là, écoute, non, ça
ça nous a réjouis et ça nous a rempli de fierté parce que je te dirais que entre nous, il a fait vraiment un statement ce soir-là. Là. Il y avait lui et les autres. Et puis, tu sais, on parle toujours, et tu l'as entendu certainement souvent, Stéphane, c'est un late qui est avantagé par rapport à certains autres joueurs là, à cause de 17 ans. Ça va pour une année, ça, en quelque part, là, mais pour une carrière de hockey, ça tient pas en route, ce commentaire-là. Et puis de voir comment ce jeune-là, à 18 ans, a canalisé cette pression du mondial junior, je pense que c'est mieux placé que personne, que quiconque pour dire comment ça. Il y a une pression, il y a un enjeu, et puis le jeune canalise ça, puis performe de cette façon-là. La plupart des athlètes qui sont là ont 19 ans, et il l'a fait de cette façon-là. Pour moi, ça établit clairement Alexis comme le numéro 1. Et c'est tout un ambassadeur pour la Ligue et pour l'Océanique, la région là-bas. Alors, tant mieux. Et le Canada, en quelque part, hein, parce que c'est des joueurs suédois, c'est des joueurs américains aussi qui sont en bout de liste. C'est principal concurrent. Serge, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais qu'il y a un match ce soir à Rimouski. On va probablement se croiser peut-être jeudi à Québec. Je vais aller faire un petit tour. Mais Alexis, d'après toi, c'est quand son prochain match avec l'Océanique? À mon avis, ce sera en fin de semaine. S'il est là jeudi, ça va être son cas. Mais moi, je l'attends plus vers la fin de semaine. Il a besoin de se reposer de toutes ces émotions-là, puis de nous ramener ça très positif aussi. De toute façon, il a manqué sa match, puis il est encore premier compteur de la Ligue quand même. On peut dire ça, mais il est temps qu'il revienne. OK. Hey, merci d'avoir pris le temps, Serge. Bon match ce soir, puis bonne continuité. Très plaisant. Merci, Stéphane. Ouais. Voilà, Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique de Rimouski. C'était à lui que je voulais parler aujourd'hui. Si j'en avais un, le DG, où j'aurais pu appeler Yannick Jean, j'aurais pu appeler à Moncton, à Sherbrooke, tout le monde m'aurait dit, ouais, on s'est amélioré. Mais lui, il y avait l'aspect de la blessure de Lafrenière aussi, avec laquelle je voulais discuter un peu comment on a vécu ça à Rimouski pendant que nous, on l'a vécu à Ostrava. Faire le tour peut-être maintenant de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Je le disais il y a quelques instants, Lafrenière va revenir au jeu. Bon, comme le disait Serge, peut-être jeudi, sinon en fin de semaine. Il est toujours le premier compteur du tournoi. Pas du tournoi, pardon, de la Ligue avec 70 points. L'Océanique a perdu ses 5 derniers matchs. Des petites nouvelles à gauche, à droite dans la Ligue. Du côté de Shawinigan, Michael Robidoux qui a quitté pour signer un contrat dans la ECHL. Les Cats qui viennent de perdre 6 matchs de suite. Valentin Nussbaumer, le Suisse qui a connu un bon tournoi à Ostrava, se fait tirer l'oreille pour revenir à Shawinigan. Pour l'instant, il n'est pas là, sauf que ses droits appartiennent encore aux Cataractes. Est-ce qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente? Il est, semble-t-il, insatisfait de l'utilisation qu'on en fait du côté des Cataractes. Du côté de Sherbrooke, on avait subi seulement 6 défaites dans les 32 premiers matchs. On en a échappé 4 dans les 7 derniers. Il y a beaucoup de blessés à Sherbrooke. Samuel Lavaille était là-bas également. Taro Jens, leur Allemand, était là-bas aussi. Alors, il manque des effectifs du côté de Sherbrooke, mais Sherbrooke demeure seul là, dans l'association de l'Ouest. Drummondville, 3 victoires de suite. Les Voltigeurs qui continuent contre toute attente à être parmi les meilleures équipes de la Ligue. Là, ils ont échangé Dawson Mercer en plus. Et ça ne les empêche pas de continuer à gagner. C'est vraiment une belle saison pour les Voltigeurs qui, moi le premier, je suis renversé là, de la performance des Voltigeurs cette année. L'Armada va très bien par le temps qui court. 5 victoires de suite, s'est emparé du premier rang de la section Est. Les Huskies, à l'inverse, 4 défaites de suite, ont glissé en deuxième position. Les Tigres de Victoriaville, j'ai hâte de voir en deuxième moitié de saison. On a rajeuni un peu l'équipe. On est allé chercher Brooklyn Kalmikoff au Cap-Breton. On a cédé un premier choix pour aller le chercher. C'est un joueur qui va dynamiser un peu l'attaque des Tigres, qui était un petit peu tranquille depuis le début de la saison. Du côté des Olympiques de Gatineau, le DG Alain Cyr est parti et soudainement, l'équipe s'est mise à gagner. On a perdu dimanche à Québec, mais on avait gagné 5 matchs de suite, de sorte qu'on est revenu là, dans le portrait d'une éventuelle possible participation aux séries éliminatoires. Faut-il rappeler que les Olympiques de Gatineau n'ont pas raté les séries depuis 1984. Chicoutimi s'en va dans les Maritimes en fin de semaine. On devrait accueillir le Raphaël Lavoie vendredi, justement contre les Moussets d'Halifax, l'équipe avec laquelle il a joué depuis le début de sa carrière junior. Le Cap-Breton va très bien. Il faudra surveiller le Cap-Breton. C'est pas facile de jouer au Cap-Breton. C'est pas facile pour le Cap-Breton parce qu'on voyage beaucoup. Mais 5 victoires de suite, on a permis seulement 7 buts au cours des 5 derniers matchs. D'ailleurs, le gardien Kevin Mandolese a été choisi joueur par excellence de la dernière semaine dans le circuit. Ça va moins bien là, du côté d'Halifax, de Québec, d'Acadie Bathurst. Ces équipes-là vont faire partie de la lutte pour le dernier rang dans les séries éliminatoires.
Avant de revenir avec les autres ligues juniors au pays, faire peut-être un petit tour du côté de la Ligue américaine et de parler du Rocket de Laval qui va prendre la route en fin de semaine pour 3 matchs. D'ailleurs, les 5 prochains matchs du Rocket sont à l'étranger. En fin de semaine, 3 matchs en 3 jours à Syracuse, à Lehigh Valley et à Binghamton. Ce ne sera pas un voyage facile. Le Rocket qui vient de gagner ses 4 derniers matchs dans la pause des fêtes. On en a profité pour vaincre Toronto. On est allé gagner à Belleville également. Et on a gagné le week-end dernier contre Lehigh Valley et contre Syracuse. Caden Primo qui a réussi son 2e jeu blanc. Ceux qui voient les images du match présentement, ben c'est ce match-là dont on vous parle. Primo qui, après 2 matchs avec le Canadien, est revenu avec le Rocket. Parmi les nouvelles qui concernent le Rocket, Charles Hudon sera le représentant de l'équipe lavalloise au match des Étoiles qui a lieu en Californie. Il a 16 buts et 3 passes pour 19 points en 26 matchs depuis le début de la saison. Et le Rocket, qui est au plus fort de la course pour une place en série, n'est plus qu'à 2 points du 2e rang de la section nord qui est détenu par Utica et à 4 points des Americans de Rochester qui sont premiers. Oui, les Americans ont des matchs en main, mais il n'en demeure pas moins là, que le Rocket est au plus fort de la course. Là, c'est un segment de calendrier important, 7 des 8 prochains matchs à l'étranger. 3 ce week-end, comme je vous disais, et le week-end suivant, il y aura 2 matchs également à Winnipeg contre le Moose du Manitoba. Le prochain match sur les ondes de RDS, ce sera le 22 janvier contre le Crunch de Syracuse, un adversaire direct là, pour les séries éliminatoires. Alors, pour le Rocket, c'est, comme on dit, la mi-saison ou à peu près. Là, le prochain match va marquer le 38e, donc la mi-saison. Il y a des nouveaux venus, il faudra voir. Ralph Koudemi a joué quelques matchs, Garrett Mitchell. On a fait l'acquisition également d'Andrew Sturts des Sénateurs de Belleville dans l'échange de Mike Riley. Il avait 2 points en 14 matchs avec les Sénateurs de Belleville. Il y a Alexander Follin également qui a été cédé par le Canadien. Quand on regarde tout ça, la Ligue américaine, vous allez dire, c'est souvent comme ça, mais il y a seulement 2 joueurs depuis le début de la saison qui ont joué les 37 matchs du Rocket. Jake Evans, l'attaquant, et Josh Brook, le défenseur. Et dans le cas d'Evans, il était sur le point, souvenez-vous, d'être retiré d'un match pour la première fois, là, d'être ce qu'on appelle un LT scratch. Et à la dernière minute, Joël Bouchard l'a réinséré dans l'alignement et finalement, il a marqué son premier but de la saison, ce match-là. Et depuis ce temps-là, il roule à un rythme d'enfer. Alors, voilà donc pour le Rocket de Laval. Je vous rappelle donc en fin de semaine et les 2 prochains week-ends, le Rocket sera sur la route. Et la semaine prochaine, on aura un invité en ce qui concerne le Rocket pour nous parler de ce voyage-là là, qui va amener l'équipe à Syracuse, à Lehigh Valley et à Binghamton. Les autres petites nouvelles avant de vous laisser aller. Dans l'Ontario, les 67 d'Ottawa, l'équipe d'André Tourigny, ça n'a pas trop paru l'absence du coach. 16 victoires de suite. Les 67 sont rendus l'équipe avec la meilleure fiche au hockey junior canadien. 29 victoires, 6 défaites, 58 points au classement. Et c'est l'Autrichien Marco Rossi qui est au premier rang des marqueurs de la Ligue de l'Ontario. Il a 69 points en 29 matchs. Rossi, c'est un Autrichien qu'on va voir au championnat du monde de hockey junior vraisemblablement l'an prochain avec l'Autriche. C'est tout un joueur. Si au Québec, Alexis Lafrenière a réussi à garder le premier rang des pointeurs dans son absence au championnat du monde, ça n'a pas été le cas pour Connor McMichael des Knights de London et Quinton Byfield qui étaient 1 et 2. Ils se retrouvent maintenant 6e et 7e marqueurs du circuit. Dans la Ligue de l'Ouest, une nouvelle qui va peut-être réjouir certains, malgré qu'il ne faut pas se réjouir du malheur des autres. Mais 1 an après avoir dirigé l'équipe Canada Junior 2019, l'entraîneur-chef Tim Hunter a été congédié par la direction des Warriors de Moose Jaw. Les Warriors qui n'avaient que 11 victoires en 35 matchs depuis le début de la saison. Et petite nouvelle également concernant les Winterhawks de Portland, en l'absence de leur gardien numéro 1, Joel Hofer, qui était avec l'équipe canadienne junior. Ils ont quand même une séquence de 12 matchs sans défaite en temps réglementaire, 11 victoires et 1 revers en prolongation. Alors, ça n'a pas trop paru l'absence d'Hofer et là, il sera de retour pour les prochains matchs. Le match des meilleurs espoirs, on en a parlé tantôt un peu avec Serge Beausoleil, sera présenté jeudi prochain, pas jeudi cette semaine, mais jeudi le 16. Bien ça dans mes dates, oui, le 16, donc à Hamilton. Je serai là d'ailleurs. Alors, la semaine prochaine, il en sera sûrement question dans notre balado-diffusion. Malheureusement, Hendrix Lapierre, qui est notre collaborateur, mais que vous n'avez pas entendu depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il est toujours sur la liste des blessés. Et du côté des Saguenayens, d'Hendrix, on préfère là, se reposer, ne pas trop donner d'entrevue. Alors, c'est la raison pour laquelle vous n'entendez plus trop Hendrix Lapierre avec nous. On espère qu'il va aller mieux très bientôt. Il est toujours dehors de l'alignement. Il devait participer au match des espoirs à Hamilton. Il a été remplacé par Ryan Francis des Eagles du Cap-Breton. Justin Barron, le défenseur des Mooseheads, blessé, ne sera pas là non plus.
La semaine prochaine, on aura un petit segment. En fait, au cours des 2 prochaines semaines. La semaine prochaine, pour en parler, parce que ça va être sur le point de se produire. Et dans 2 semaines, pour vous raconter ce qui s'est passé. Mais je vais me déplacer à Hamilton pour le match des meilleurs espoirs de la Ligue canadienne de hockey. En terminant, un petit mot sur les Jeux olympiques de la jeunesse. Ça mange quoi en hiver, ça? Les Jeux olympiques de la jeunesse, pour la deuxième fois de l'histoire, vont intégrer du hockey là, dans leur programmation. Ça se passe à Lausanne, en Suisse. Les Jeux commencent après-demain, mais le tournoi de hockey comme tel va commencer le 18 janvier. Il y a 6 pays qui participent: la Russie, le Canada, le Danemark, la Finlande, les États-Unis et la Suisse. L'équipe canadienne est composée de 17 joueurs, 9 attaquants, 6 défenseurs et 2 gardiens de but. Et il y a 4 joueurs de la Ligue Midget 3A parce qu'on prend des joueurs nés en 2004, donc leur âge de hockey est de 15 ans, qui vont participer, donc ils vont représenter le Canada. Ces joueurs sont Justin Côté des Grenadiers de Châteauguay, Noah Warren du Collège Charlemagne, le gardien de but Vincent Filion des Estacades de Trois-Rivières et l'excellent défenseur perçu comme le meilleur espoir au Québec cette année, Tristan Luneau des Estacades de Trois-Rivières. Alors, ces 4 joueurs-là seront partie de l'équipe de 17 joueurs qui va représenter le Canada aux Jeux olympiques de la jeunesse. Et c'est Gordie Dwyer, l'ancien entraîneur-chef de Charlottetown dans la LHJMQ, qui sera l'entraîneur-chef de cette formation canadienne. Les matchs ont lieu les 18 et 19 janvier contre la Russie et le Danemark, et demi-finale et finale les 21 et 22 janvier. La finale pour la médaille d'or, c'est le 22 janvier pour le tournoi de hockey masculin. Alors, on aura l'occasion de vous en parler au cours des prochaines semaines. Avant de vous laisser, juste une petite salutation. Pendant la période des fêtes, évidemment, on a été beaucoup sur les médias sociaux avec le championnat du monde de hockey junior et à un certain moment, j'ai eu un échange de textos avec Brent Aubin, cet ancien joueur de la Ligue junior majeure du Québec qui joue en Allemagne maintenant, qui m'a posé une question à un certain moment. On s'est échangé. Puis en terminant, Brent m'a dit c'est toujours le fun dans l'autobus en Allemagne, en allant au match, d'écouter sur la glace, d'écouter la balado-diffusion sur la glace. Alors, c'est ça un peu le podcast, si on veut, c'est ce que ça permet. Il y a des joueurs québécois un peu partout dans le monde qui se branchent sur nous à chaque semaine. Alors, Brent, si tu es à l'écoute quelque part dans un autobus, dans la DEL, dans la Deutsche Elite League, ben, je te salue. Puis, bonne continuité de carrière en Europe. Brent Aubin, qui a été un excellent joueur dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Alors, je voulais le saluer en terminant. Alors, voilà ce qui complète cette édition de Sur la glace. J'espère que ça vous a plu. Merci à toute l'équipe à nouveau qui est derrière la production. Merci à Serge Beausoleil, jour de match, d'avoir pris le temps de discuter avec nous. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Salut!